Somnifère, le podcast. L'amour et l'art touchent l'essence de tout être. Ils affectent notre conscience dans le provisoire comme dans l'éternel, écrit le philosophe Alain. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 20 janvier. Somnifère vous propose ce soir un récit sur la beauté des choses et le mystère des sens. C'est une nouvelle poétique de Maupassant intitulée « La nuit ». Et juste avant cela, une séance de relaxation inédite sous la forme d'un voyage sonore qui nous invite à contempler la mélodie d'une pluie douce et légère. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Nathalie de Montpellier, Lucie de Toulouse, Valentin de Bruxelles, Léonie de Nanterre, Agathe, Claire et Liès de Paris. Et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit. Et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Notre séance de relaxation ce soir nous invite à nous détendre au son d'une pluie douce et légère. Je vous laisse quelques instants pour bien vous mettre à l'aise, pour fermer les yeux, pour ajuster le drap ou la couverture. Et si vous êtes sur le dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre. Pendant quelques instants, portez simplement votre attention sur les mouvements de votre respiration. Concentrez à présent votre attention sur le son réconfortant de la pluie qui commence à tomber. Soyez attentifs aux variations de vitesse. Au poids des gouttes qui tombent. Au bruit distinct que les gouttes forment en s'écrasant. À cette mélodie apaisante et réconfortante. Les gouttes de pluie continuent de tomber à leur rythme, sans effort. Avec constance.
Vous pouvez choisir où cette pluie est en train de tomber. Peut-être sur le pavé d'une ville endormie. Sur la terre mouillée qu'elle nourrit. Sur la toile d'une tente. Sur le toit d'une maison. Laissez votre pluie tomber où vous le souhaitez. Continuez de vous laisser bercer par le son de la pluie en portant votre attention à présent sur votre respiration. Sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sur la quiétude qui s'installe un peu plus à chaque expire. Notez comme la pluie fait ressortir l'odeur des choses. Une odeur fraîche et singulière. L'odeur des trottoirs mouillés. L'odeur de la terre. Tentez du mieux possible d'imaginer l'odeur de cette pluie qui tombe. Tâchez de bien relâcher les épaules et la nuque. Vos hanches. Vos genoux. Et vos pieds.
Et alors que la détente vous immerge, autorisez votre esprit à divaguer. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Sortis du port de Cannes à 3 heures du matin, nous avons pu recueillir encore un reste des faibles brises que les golfes exhalent vers la mer pendant la nuit. Puis un léger souffle du large est venu, poussant le yacht couvert de toile vers la côte italienne. C'est un bateau de 20 tonneaux tout blanc, avec un imperceptible fil doré qui le contourne comme une mince cordelière sur un flanc de cygne. Ses voiles en toile fine et neuve, sous le soleil d'août qui jette des flammes sur l'eau, ont l'air d'ailes de soie argentées déployées dans le firmament bleu. Tout à l'arrière, la dernière voile, l'artimon, semble dormir. Et tout le monde bientôt sommeille sur le pont. C'est un après-midi d'été sur la Méditerranée. La dernière brise est tombée. Le soleil féroce emplit le ciel et fait de la mer une plaque molle et bleuâtre, sans mouvement et sans frisson, endormie aussi sous un miroitant duvet de brume qui semble la sueur de l'eau. Malgré les tentes que j'ai fait établir pour me mettre à l'abri, la chaleur est telle sous la toile que je descends au salon me jeter sur un divan. Il fait toujours frais dans l'intérieur. Le bateau est profond, construit pour naviguer dans les mers du Nord et supporter les gros temps. On peut vivre, un peu à l'étroit, équipage et passagers, à 6 ou 7 personnes dans cette petite demeure flottante, et on peut asseoir 8 convives autour de la table du salon. L'intérieur est en pin du Nord verni, avec encadrement de teck, éclairé par les cuivres des serrures, des ferrures, des chandeliers, tous les cuivres jaunes et gais qui sont le luxe des yachts. Comme c'est bizarre, ce changement, après la clameur de Paris. Je n'entends plus rien, mais rien. De quart d'heure en quart d'heure, le matelot qui s'assoupit à la barre tout saute et crache. Le petit pendule suspendu contre la cloison de bois fait un bruit qui semble formidable dans ce silence du ciel et de la mer. Et ce minuscule battement, troublant seul l'immense repos des éléments, me donne soudain la surprenante sensation des solitudes illimitées où les murmures des mondes, étouffés à quelques mètres de leur surface, demeurent imperceptibles dans le silence universel. Il semble que quelque chose de ce calme éternel de l'espace descend et se répand sur la mer immobile par ce jour étouffant d'été. C'est quelque chose d'accablant, d'irrésistible, d'endormeur, d'anéantissant comme le contact du vide infini. Toute la volonté défaille, toute pensée s'arrête,
le sommeil s'empare du corps et de l'âme. Le soir venait quand je me réveillais. Quelques souffles de brise crépusculaire, très inespérés d'ailleurs, nous poussèrent encore jusqu'au soleil couché. Nous étions assez près des côtes, en face d'une ville, San Remo, sans espoir de l'atteindre. D'autres villages ou petites cités, s'étalant au pied de la haute montagne grise, ressemblaient à des tas de linge blanc mis à sécher sur les plages. Quelques brumes fumées sur les pentes des Alpes effaçaient les vallées en rampant vers les sommets dont les crêtes dessinaient une immense ligne dentelée dans un ciel rose et lilas. Et la nuit tomba sur nous. La montagne disparut, des feux s'allumèrent au ras de l'eau tout au long de la grande côte. Une bonne odeur de cuisine sortit de l'intérieur du yacht, se mêlant agréablement à la bonne et fraîche odeur de l'air marin. Lorsque j'eus dîné, je m'étendis sur le pont. Ce jour tranquille de flottement avait nettoyé mon esprit comme un coup d'éponge sur une vitre ternie, et des souvenirs en foule surgissaient dans ma pensée, des souvenirs sur la vie que je venais de quitter, sur des gens connus, observés ou aimés. Être seul sur l'eau et sous le ciel par une nuit chaude, rien ne fait ainsi voyager l'esprit et vagabonder l'imagination. Je me sentais surexcité, vibrant, comme si j'avais bu des vins capiteux, respiré de l'éther ou aimé une femme. Une petite fraîcheur nocturne mouillait la peau d'un imperceptible bain de brume salée. Le frisson savoureux de ce tiède refroidissement de l'air courait sur les membres, entrait dans les poumons, béatifiait le corps et l'esprit en leur immobilité. Sont-ils plus heureux ou plus malheureux ceux qui reçoivent leurs sensations par toute la surface de leur chair autant que par leurs yeux, leur bouche, leur odorat ou leurs oreilles? C'est une faculté rare et redoutable peut-être que cette excitabilité nerveuse et maladive de l'épiderme et de tous les organes qui fait une émotion des moindres impressions physiques et qui, suivant les températures de la brise, les senteurs du sol et la couleur du jour, impose des souffrances, des tristesses et des joies. Ne pas pouvoir entrer dans une salle de théâtre parce que le contact des foules agite inexplicablement l'organisme entier. Ne pas pouvoir pénétrer dans une salle de bal parce que la gaieté banale et le mouvement tournoyant des valses irritent comme une insulte. Se sentir lugubre à pleurer ou joyeux sans raison, suivant la décoration, les tentures et la décomposition de la lumière dans un logis. Et rencontrer quelquefois, par des combinaisons de perceptions, des satisfactions physiques que rien ne peut révéler aux gens d'organismes grossiers. Est-ce un bonheur ou un malheur? Je l'ignore. Mais si le système nerveux n'est pas sensible jusqu'à la douleur ou jusqu'à l'extase, il ne nous communique que des commotions moyennes et des satisfactions vulgaires. Cette brume de la mer me caressait comme un bonheur. Elle s'étendait sur le ciel et je regardais avec délice les étoiles enveloppées de ouate, un peu pâlies, dans le firmament sombre et blanchâtre. Les côtes avaient disparu derrière cette vapeur qui flottait sur l'eau et nimbait les astres. On eût dit qu'une main surnaturelle venait d'empacter le monde en des nuées fines de coton pour quelque voyage inconnu. Et tout à coup, à travers cette ombre neigeuse, une musique lointaine venue on ne sait d'où passa sur la mer. Je crus qu'un orchestre aérien errait dans l'étendue pour me donner un concert. Les sons affaiblis mais clairs d'une sonorité charmante jetaient par la nuit douce un murmure d'opéra. Une voix parla près de moi. « Tiens,
disait un marin. C'est aujourd'hui dimanche et voilà la musique de San Remo qui joue dans le jardin public. J'écoutais, tellement surpris que je me croyais le jouet d'un joli songe. J'écoutais longtemps, avec un ravissement infini, le chant nocturne envolé à travers l'espace. Mais voilà qu'au milieu d'un morceau, il s'enfla, grandit, parut accourir vers nous. Ce fut d'un effet si fantastique et si surprenant que je me dressai pour écouter. Certes, il venait, plus distinct et plus fort de seconde en seconde. Il venait à moi. Mais comment ? Sur quel radeau fantôme allait-il apparaître ? Il arrivait si rapide que malgré moi je regardais dans l'ombre avec des yeux émus. Et tout à coup je fus noyé dans un souffle chaud et parfumé d'aromates sauvages, qui s'épandaient comme un flot plein de la senteur violente des myrtes, des menthes, des citronnelles, des immortelles, des lentisques, des lavandes, des thym, brûlés sur la montagne par le soleil d'été. C'était le vent de terre qui se levait, chargé des haleines de la côte, et qui emportait aussi vers le large en la mêlant à l'odeur des plantes alpestres cette harmonie vagabonde. Je demeurai haletant, si grisé de sensations, que le trouble de cette ivresse fit délirer mes sens. Je ne savais plus vraiment si je respirais de la musique, ou si j'entendais des parfums, ou si je dormais dans les étoiles. Cette brise de fleurs nous poussa vers la pleine mer en s'évaporant par la nuit. La musique alors lentement s'affaiblit, puis se tut, pendant que le bateau s'éloignait dans les brumes. Je ne pouvais pas dormir, et je me demandais comment un poète moderniste, de l'école dite symboliste, aurait rendu la confuse vibration nerveuse dont je venais d'être saisi, et qui me paraît en langage clair, intraduisible. Certes, quelques-uns de ces laborieux exprimeurs de la multiforme sensibilité artiste s'en seraient tirés à leur honneur, disant en vers euphoriques, pleins de sonorités intentionnelles, incompréhensibles et perceptibles cependant, ce mélange inexprimable de sons parfumés, de brumes étoilées et de brises marines, semant de la musique par la nuit. Un sonnet de leur grand patron Baudelaire me revint à la mémoire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent le transport de l'esprit et des sens. Est-ce que je ne venais pas de sentir jusqu'au moelle ce vers mystérieux ? Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et non seulement ils se répondent dans la nature, mais ils se répondent en nous et se confondent quelquefois dans une ténébreuse et profonde unité, ainsi que le dit le poète par des répercussions d'un organe sur l'autre. Ce phénomène d'ailleurs est connu médicalement. On a écrit cette année même un grand nombre d'articles en le désignant par ces mots. L'audition colorée. Il a été prouvé que chez les natures très nerveuses et très surexcitées, quand un sens reçoit un choc qui l'émeut trop fortement, l'ébranlement de cette impression se communique,
comme une onde, aux sens voisins qui le traduisent à leur manière. Ainsi, la musique, chez certains êtres, éveille des visions de couleurs. C'est donc une sorte de contagion de sensibilité transformée suivant la fonction normale de chaque appareil cérébral atteint. Par là, on peut expliquer le célèbre sonnet d'Arthur Rimbaud, qui raconte les nuances des voyelles, vraie déclaration de foi adoptée par l'école symboliste. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. A noir, corset velu des mouches éclatantes, qui bourdonnent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombrelle. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides. P des pâtis semés d'animaux, P des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon, plein de strideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. O l'oméga, rayon violet de ses yeux. A-t-il tort, a-t-il raison? Pour le casseur de pierre des routes, même pour beaucoup de nos grands hommes, ce poète est un fou ou un fumiste. Pour d'autres, il a découvert et exprimé une absolue vérité, bien que ces explorateurs d'insaisissable perception doivent toujours différer un peu d'opinion sur les nuances et les images que peuvent évoquer en nous les vibrations mystérieuses des voyelles ou d'un orchestre. S'il est reconnu par la science du jour que les notes de musique agissent sur certains organismes et font apparaître des colorations, si sol peut être rouge, fa lilas ou vert, pourquoi ces mêmes sons ne provoqueraient-ils pas aussi des saveurs dans la bouche et des senteurs dans l'odorat? Pourquoi les délicats un peu hystériques ne goûteraient-ils pas toutes choses avec tous leurs sens en même temps? Et pourquoi aussi les symbolistes ne révéleraient-ils point des sensibilités délicieuses aux êtres de leur race, poètes incurables et privilégiés? C'est là une simple question de pathologie artistique, bien plus que de véritable esthétique. Ne se peut-il en effet que quelques-uns de ces écrivains intéressants, névropathes par entraînement, soient arrivés à une telle excitabilité que chaque impression reçue produise en eux une sorte de concert de toutes les facultés perceptrices. Et n'est-ce pas bien cela qu'exprime leur bizarre poésie de son, qui, tout en ayant l'air inintelligible, essaie de chanter en effet la gamme entière des sensations, et de noter par les voisinages des mots, bien plus que par leur accord rationnel et leur signification connue, d'intraduisibles sens, qui sont obscurs pour nous et clairs pour eux. Car les artistes sont à bout de ressources, à court d'inédits, d'inconnus, d'émotions, d'images, de tout. On a cueilli depuis l'Antiquité toutes les fleurs de leur champ. Et voilà que dans leur impuissance, ils sentent confusément qu'il pourrait y avoir peut-être pour l'homme un élargissement de l'âme et de la sensation. Mais l'intelligence a 5 barrières entr'ouvertes et cadenassées qu'on appelle les 5 sens. Et ce sont ces 5 barrières que les hommes épris d'art nouveau secouent aujourd'hui de toute leur force. L'intelligence, aveugle et laborieuse inconnue, ne peut rien savoir, rien comprendre,
rien découvrir que par les sens. Ils sont ses uniques pourvoyeurs, les seuls intermédiaires entre l'universelle nature et elle. Elles ne travaillent que sur les renseignements fournis par eux, et ils ne peuvent eux-mêmes les recueillir que suivant leur qualité, leur sensibilité, leur force et leur finesse. La valeur de la pensée dépend donc évidemment d'une façon directe de la valeur des organes, et son étendue est limitée par leur nombre. M. Taine, d'ailleurs, a magistralement traité et développé cette idée. Les sens sont au nombre de 5, rien que 5. Ils nous révèlent, en les interprétant, quelques propriétés de la matière environnante qui doit, recéler un nombre illimité d'autres phénomènes que nous sommes incapables de percevoir. Supposons que l'homme ait été créé sans oreille. Il vivrait tout de même à peu près de la même façon, mais pour lui, l'univers serait muet. Il n'aurait aucun soupçon du bruit et de la musique, qui sont des vibrations transformées. Mais s'il avait reçu en don d'autres organes, puissants et délicats, doués aussi de cette propriété de métamorphoser en perception nerveuse les actions et les attributs de tout l'inexploré qui nous entoure, combien plus varié serait le domaine de notre savoir et de nos émotions. C'est en ce domaine impénétrable que chaque artiste essaie d'entrer, en tourmentant, en violentant, en épuisant le mécanisme de sa pensée. Nos organes sont les nourriciers et les maîtres du génie artiste. C'est l'oreille qui engendre le musicien, l'œil qui fait naître le peintre. Tous concourent aux sensations du poète. Chez le romancier, la vision en général domine. Elle domine tellement qu'il devient facile de reconnaître, à la lecture de toute œuvre travaillée et sincère, les qualités et les propriétés physiques du regard de l'auteur. Le grossissement du détail, son importance ou sa minutie, son empiètement sur le plan et sa nature spéciale indiquent d'une façon certaine tous les degrés et les différences des myopies. La coordination de l'ensemble, la proportion des lignes et des perspectives préférées à l'observation menue, l'oubli même des petits renseignements qui sont souvent les caractéristiques d'une personne ou d'un milieu, en dénonce-t-il pas aussitôt le regard étendu, mais lâche, d'un presbyte. Bonne nuit. Bonne nuit.